Bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue. Ah, je vois qu'Yvan déjà s'installe. Attends une petite seconde, Yvan, une petite seconde. Bienvenue à vous tous pour cette dernière journée des 12e rencontres de Cannes. Pour ceux qui n'ont pas pu malheureusement assister à tout, sachez que tout a été enregistré. Bon, c'est en direct sur Facebook Live, mais tout a été enregistré et sur le site des rencontres de Cannes, donc rencontresdecannes.fr. À partir de jeudi, vous pourrez revoir toutes les vidéos, plus le off, toutes les interviews qui ont été faites en dehors. Donc vous retrouverez nos intervenants soit sur un livre qu'ils ont écrit, une interview littéraire, soit par rapport à la thématique Sous l'œil de Nordine Nabili, qui a posé des questions. Ça, c'est déjà un plus. Et puis pour le spectacle d'hier soir, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont pu être là. On a vécu un moment magique. Et ça aurait été dommage, bien que c'était dans l'improvisation, que l'improvisation soit totale et que ce soit totalement perdu. Donc ça a été enregistré et à partir de jeudi, vous pourrez, en compagnie d'Apollinaire, mais pas que, donc de Lélie Anvar, Frédéric Fernet, Pascal Bouterin, Carole Beffa et Alain Brunet, revivre cette soirée qui, encore une fois, qui fut magique. Voilà. Donc merci à eux parce que c'est un... Et quand vous verrez ce spectacle, imaginez que le pianiste et les deux autres musiciens ne s'étaient jamais rencontrés avant le samedi matin. Donc quand on parle d'improvisation, c'est-à-dire que toute la musique, rien n'est écrit. Hein. Rien n'était écrit. Et donc quand vous entendrez les récitants qui disent un poème, à la fin du poème, un premier musicien entame, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et ils jouent, ils se répondent, donc le second, il ne sait pas, le premier, ce qu'il va faire. Si on ne sait pas ça, si on le sait, on apprécie encore plus la magie de ce spectacle. On pourrait croire que c'est une troupe qui tourne, qui en est à sa 150e représentation. Non, non, c'était vraiment une première. Donc vraiment, ne gâtez pas, hein, goûtez votre plaisir en dégustant bien ce spectacle. Bien, cela étant dit, maintenant, nous allons appeler notre ami Marc Riglet, qui a l'habitude depuis quelques années d'animer la table ronde du dimanche. Donc Marc, si tu veux bien prendre place. Et donc on va appeler nos amis Yvan, voilà Yvan Gastaud, Éric de Montgolfier, Anne Muxel, Renaud Dely et Olivier Galland à rejoindre leur place. Voilà. Marc, est-ce que le micro... Voilà, Marc, la parole est à toi. Merci François. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver. Ce que je vous propose, c'est sans retard de présenter les intervenants de cet après-midi. Ensuite, Yvan introduira notre sujet et nous commencerons nos débats. À mon extrême gauche, Olivier Galland, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Votre centre de recherche, c'est le GEMAS. J'aurais un peu de mal à... On dit plutôt le GEMAS. Le GEMAS. C'est un sigle un peu compliqué, Groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne. Voilà. Et votre sujet de prédilection, ce sont les jeunes. Les jeunes, les valeurs, les inégalités. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Renaud Dely, que la plupart d'entre vous connaissent, directeur de la rédaction de Marianne. Anne Muxel, sociologue, politiste, on pourrait dire aussi bien, directrice de recherche au CNRS également, et appartenant au célébrissime laboratoire du CEVIPOF à Sciences Po, Paris. Éric de Montgolfier, comment osez vous présenter alors que la plupart des gens qui sont ici sont là pour vous? Ex-négociateur en répression. Voilà, monsieur le procureur général, devant l'éternel. Et puis Yvan Gastaud, maître de conférence à l'université de Sophia Antipolis,
Nice, Sophia Antipolis, historien, et plus particulièrement attaché à l'histoire de ou des immigrations. Et plus particulièrement, une des modalités de l'insertion de ces immigrations dans le lieu d'adoption, le sport. Mais vous n'allez pas nous parler de votre hobby préféré principalement, même si l'occasion peut s'offrir de revenir sur cette modalité d'intégration. Il vous revient d'introduire notre propos. Bien, merci Marc. Et donc effectivement, ce sera l'occasion pour moi de lancer la discussion du débat qui va suivre sur donc la confiance et valeurs républicaines. Alors quelques remarques. Je me bornerai à quelques remarques d'historien. Peut-être ensuite mes collègues de différentes disciplines, différentes approches pourront évidemment rebondir là-dessus. Lier confiance à valeurs républicaines, tout de suite nous amène à réfléchir à peut-être une impression de perte de confiance. Confiance qui serait écornée, qui serait en perte de vitesse. Aujourd'hui, peut-être à partir de multiples indicateurs, on pourrait effectivement partir sur le fait que, alors est-ce que c'est en France, c'est aussi une question que je pose à mes collègues, ou est-ce que c'est en Europe, en Occident, que se porterait cette perte de confiance généralisée dont on a l'impression qu'elle existerait aujourd'hui. On peut considérer qu'effectivement elle fait partie d'un air du temps. Je prends cette notion d'un air du temps qui dure peut-être depuis quelques années, quelques décennies, une morosité ambiante en France, peut-être un sentiment de crise. Quelle est la nature de ce sentiment? Est-ce qu'on est dans une crise ou un sentiment de crise, ce qui renvoie à la question de la représentation? La hantise du déclin, qui est quelque chose qui existe dans notre quotidien, dans le discours qu'on a personnellement sur la société française ou qu'on a également collectivement. Donc qui signalerait, qui mettrait en avant une sorte de perte de confiance en soi, mais aussi une perte de confiance dans l'autre, celui que nous considérons comme l'autre. Alors on pourrait effectivement, puisque vous avez cité Marc le CEVIPOF, et puis que des personnes sont ici membres et effectivement actives dans le CEVIPOF, Centre d'études de la vie politique française, les enquêtes qui ont été faites depuis quelques années, notamment en fin d'année, sur l'état d'esprit des Français, qui montrent effectivement, notamment sur la confiance des Français, que cette confiance est en perte de vitesse en quelque sorte, et ce baromètre est interrogé, ne serait-ce que de l'interroger est déjà peut-être un indicateur, donc de savoir qu'on se pose la question, je crois depuis le 2009, mais on me corrigera peut-être, sur justement l'état d'esprit, comment est-ce que les Français envisagent leur situation, leur état d'esprit, leur rapport au quotidien, leur rapport aux politiques dans ce cadre-là. Moi j'y ajouterai de l'historicité à cette prise de conscience en quelque sorte, peut-être un certain nombre d'ouvrages qui depuis 20-30 ans mettent en évidence une sorte de perte de confiance que l'on a déjà vu peut-être déjà dans la période qui suit les années 1968. Mais 68 a été peut-être un détonateur, je ne sais pas, je le pose comme ça. Je pense notamment à l'ouvrage du sociologue Michel Crozier, La société bloquée, par exemple, qui n'est pas forcément une perte de confiance, mais qui est aussi une manière de réfléchir à ce qui bloque la société, ce qui provoque des blocages dans cette société. Et La société bloquée, c'est un ouvrage qui date du tout début des années 1970-71. C'est la date de publication de cet ouvrage. Je signalerai également une autre figure qui a beaucoup interrogé la notion de confiance, c'est Alain Peyrefitte qui avait publié en 1976 ce fameux ouvrage que je voudrais verser au débat, c'est Le Mal français justement, 1976. Mal français dans lequel Alain Peyrefitte pose la question suivante, je le cite tel que lui-même l'avait évoqué: pourquoi ce peuple, les Français, vif, généreux, doué, se montre-t-il souvent et si souvent en spectacle à travers ses divisions et ses impuissances? 1976 se posait déjà la question, et on sait qu'Alain Peyrefitte avait publié un ouvrage un peu avant sa mort en 1995 qui s'appelait La société de confiance. Et justement, voilà un élément qui me semble intéressant à évoquer, considérant que la confiance était un facteur essentiel pour les rouages de la vie économique et politique dans ce cadre-là. Donc sans doute la pensée d'Alain Peyrefitte mérite-t-elle d'être abordée cet après-midi. Et puis, dans les années qui vont suivre, avant même les enquêtes du CEVIPOF, quelques travaux qui s'ajoutent les uns aux autres, qui se développent, qui sont de plus en plus nombreux,
sur cette hantise du déclin, une hantise du déclin qui touche à la fois le secteur économique, je peux penser à Nicolas Bavrez par exemple, ou à d'autres, hein, La France qui tombe, c'est en 2004 qui avait été publié cet ouvrage. Donc, si vous voulez, des marques éditoriales, des sondages, des évocations culturelles, scientifiques, politiques sur un déclin français, peut-être aussi un déclin plus largement européen, peut-être également occidental, dont il s'agit de parler. Et peut-être on peut se poser cette question, je la pose de manière assez brutale, hein. Est-ce que justement cette crise de conscience ne vient-elle pas de toutes ces interrogations, hein? Est-ce que ces interrogations, d'une certaine manière, ne sont pas une manière de jouer à se faire peur, hein, alors, ce qui voudrait dire que la peur est totalement subjective, peut-être, hein, effectivement. Est-ce que ce ne serait pas aussi un paradigme de notre modernité, hein, modernité qui serait la nôtre depuis, alors je dirais, les années 60, 70, 80. Voilà le premier point que je voulais aborder et qui sera sans doute, évidemment, un enjeu de discussion entre nous. Le second, c'est de remonter également à travers la discipline historique, à travers un certain nombre de manières de voir l'histoire. Et je crois que ça aussi, c'est un élément qui est important chez nous, historiens, qui a été de considérer, en relisant le passé ou en l'étudiant, de considérer qu'il y aurait eu des années de confiance, des années pendant lesquelles la société française aurait été une société de confiance, une société pendant laquelle peu de difficultés auraient été à prendre en compte, et je pense notamment à des terminologies. Si on parle de belle époque, par exemple, si on parle de 30 glorieuses, qui sont des termes que tout le monde connaît, effectivement, c'est une lecture historique, peut-être du présentisme, hein, c'est-à-dire l'idée de voir des périodes entre guillemets dorées, qu'ils ne l'étaient pas forcément lorsqu'on creuse, mais que l'on analyse, nous, comme étant des passés révolus. Je pense par exemple la Belle Époque est vue comme étant une époque de grande confiance dans le progrès, par exemple, de grande confiance dans une société qui serait totalement ouverte, qui serait orientée vers l'idée d'avenir. Or, il me semble effectivement que ce n'est pas uniquement le cas. Bien sûr, on dit belle époque, et on ne disait pas belle époque quand on vivait les événements, parce que ensuite il y a eu évidemment la Première Guerre mondiale qui a clos ce moment un peu particulier. Même chose pour les 30 glorieuses, hein, considérées comme étant la période chronologique qui va de 1945 à 1975, qui serait cette période de grande expansion, qu'il était cette période de grande expansion, mais une période qui semble gommer aussi un certain nombre de faces sombres de ce moment-là. Période que la crise économique aurait provoqué également comme une sorte de perte de confiance dans les valeurs économiques de progrès considérées par les années donc 50, 60 et 70, voire peut-être aussi, hein, ça a été moins étudié par les historiens parce que c'est de l'histoire du temps présent, c'est la période de la fin des années 90, début des années 2000, qu'on analyse de plus en plus aujourd'hui comme étant une période aussi relativement dorée. Alors pour ceux qui l'ont vécu, nous, vous, chacun d'entre nous, on peut considérer que ce n'était pas forcément une période dans laquelle l'optimisme était présent, la confiance était présente, mais aujourd'hui, à l'aune de notre crise actuelle, économique, politique, culturelle, il semblerait qu'on ait envie de relire cette période, peut-être la période Chirac, hein, peut-être la période du tournant du siècle, hein, une période qui était une période de confiance, une période qui fait que, je pose cette question-là, les époques qui sont cette période de la Belle Époque, les 30 Glorieuses ou la fin des années 90, époque que l'on analyse aujourd'hui comme des sociétés de confiance. Or, il me semble que les individus qui vivaient à ce moment-là ne vivaient pas particulièrement l'idée d'être en confiance, justement. Et donc, ça nous amène à réfléchir à ce que, d'une certaine façon, représente la société de confiance. Et il suffit de se pencher vers ce passé pour observer que de nombreux épisodes révèlent des crises de conscience par rapport justement à ce qu'on pourrait appeler la République et ses valeurs. Si j'en viens à la Belle Époque, justement, et je reviens à la Belle Époque, peut-être que je verse également au dossier cette crise qu'on appelait la crise boulangiste. La crise assez courte, mais intense, qui a marqué la Troisième République dans un moment justement de perte de confiance dans ce que la République semble vouloir diffuser comme valeur, notamment le fait que le général Georges Boulanger, en gros entre 1886 et 1889, eh bien, a connu un grand succès, un grand mouvement d'opinion en sa faveur, un grand mouvement qui l'a amené aux portes du pouvoir, d'une certaine manière. Et je voudrais insister sur ce moment boulangiste parce que, d'une certaine façon, le mouvement boulangiste a été un moment où, justement, la République a, à travers lui, perdu confiance en ses valeurs, notamment dans la mesure où lui a pu représenter une porte de sortie par rapport aux valeurs républicaines, notamment en réinjectant un pouvoir fort,
un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui serait différent de ce que les républicains de l'époque auraient mis en place. Et je rappelle simplement, en m'appuyant notamment sur les travaux de Ziv Sternel, que ce mouvement boulangiste est un mouvement qui va lancer, dans la France, dans l'Europe, le premier lien entre, d'un côté, le peuple, parce que derrière Boulanger, d'une partie de l'opinion de gauche va se ranger derrière lui, et en même temps, la dimension nationale, puisque Boulanger, vous le savez, était considéré comme étant le général La Revanche, c'est-à-dire celui qui va développer une volonté offensive d'en découdre avec l'Allemagne en particulier, et à travers cette Allemagne ennemie dont il s'agira effectivement de développer des éléments de négativité, pour ne pas dire de violence, peut-être même xénophobe à l'égard de ce voisin qui avait dominé les Français en 1870-1871. Et je vous rappelle simplement qu'en 1889, au moment où les élections donnent à Boulanger une grande notoriété, un grand soutien, une grande force, eh bien, le coup d'État était potentiel. Et lui va s'en défendre, mais d'une certaine manière, en janvier 1889, eh bien, la France était éventuellement soumise à un potentiel coup d'État que Boulanger ne développera pas et ne mettra pas en place. Et il me semble que ce moment, d'ailleurs, intéressant de voir qu'au début des années 80, 84-85, lorsque le Front National a connu un certain succès électoral, on a souvent comparé Boulanger à Le Pen. Sauf que la crise boulangiste n'a duré que quelques années. 3-4 ans, 1886-89. Et puis les choses se sont arrêtées, notamment à travers le suicide du général Boulanger. Évidemment, le Front National, c'est une question qu'on peut se poser cet après-midi, est une crise qui dure, d'une certaine manière. Enfin, je le dis de cette manière-là. Même chose pendant la période de la Belle Époque, l'affaire Dreyfus. Il me semble que l'affaire Dreyfus peut être analysée aujourd'hui dans le cadre de ce débat. Évidemment, on peut l'analyser de multiples manières, mais comme une véritable crise de l'identité nationale. Et il me semble que ce sujet, là aussi, est un élément important parce qu'on perd confiance dans la France qui, à ce moment-là, fête le tournant du siècle. L'exposition universelle de 1900 doit être revue également à l'aune de ce sujet, 1898, notamment lorsque l'opinion publique se cristallise en se divisant entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et cette fracture de la société française est une fracture qu'il faut aujourd'hui questionner concernant justement le rapport de la France à ses altérités, d'une certaine manière, et notamment à l'altérité qui renvoie aux Juifs de France à ce moment-là, et notamment un antisémitisme qui se développe d'une manière très forte. Et je rappelle aussi que pendant l'affaire Dreyfus, une tentative qui a lamentablement échoué, je vous l'accorde, de coup d'État, avait été tenté par le militant nationaliste Paul Déroulède en 1899, au moment de l'investiture du président de la République, Émile Loubet. Donc une République qui était très fragile et dont la confiance était limitée, envers laquelle, effectivement, il y avait toute une série de critiques que l'affaire Dreyfus va très nettement révélé. D'ailleurs, dans cette période de l'affaire Dreyfus, on y voit une unité, mais en même temps, on voit une unité de la France à l'époque de la Belle Époque, mais en même temps, on voit une société divisée entre antisémites, soutien aux juifs, entre aussi une xénophobie, on l'a dit, anti-allemande, mais aussi anti-italienne, anti-rome. Donc il y a aussi déjà des éléments très importants d'une société qui n'est pas aussi confiante que ce qu'on peut le voir aujourd'hui à travers un regard rétrospectif. Pour avancer dans le temps, on pourrait aussi évoquer ce moment très difficile, très douloureux par rapport à la crise d'une confiance envers la République, ce sont les événements du 6 février 1934. Il faut savoir que dans cette époque de l'entre-deux-guerres, avec Renaud Dely, on a écrit un ouvrage sur le sujet des années 30, et notamment un chapitre sur ce sujet, Renaud. La crise du 6 février 1934 est l'image même d'une République en grand danger. L'image d'une République est complètement marquée par la difficulté. Et dans ce cadre-là, effectivement, le coup d'État a été possible. Je ne développe pas faute de temps, mais là aussi, ce que l'on montre, c'est la tendance que certains historiens ont pu voir comme étant la possibilité que la France a constamment gardée de maintenir la République. Comme Boulanger n'a pas sombré dans le coup d'État, comme un certain nombre de ligueurs à ce moment-là n'ont pas également sombré dans cette possibilité de renverser la République, eh bien une sorte de vision rétrospective d'une République qui a constamment survécu avec une certaine forme de confiance, même si le 6 février 1934, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est un élément très important. Je passe également sur une période qu'on aurait pu également aborder, c'est la période de la guerre d'Algérie et cette crise du 13 mai 1958, qui est aussi une crise de confiance énorme envers la République. Une République dont on n'a plus confiance, envers laquelle on n'a plus confiance, le 13 mai. Une République qui est en vacances, en quelque sorte, dont on ne sait pas quelle sera sa destinée, et notamment sur fond de guerre
guerre d'Algérie, eh bien, une impossibilité pendant quelques semaines d'envisager l'avenir. Là aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors du coup, il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas totalement dans ce danger aussi fort qu'il